Bonsoir à tous, merci de suivre NCI et merci de suivre cette interview exclusive avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, le chef de la diplomatie malienne, le ministre Abdoulaye Diop, qui nous reçoit dans ses bureaux à quelques encablures du palais présidentiel de Koulouba. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 17 juin dernier, l'organe législatif de la transition au Mali, le CNT notamment, a adopté la nouvelle loi électorale. Vendredi dernier, le 24 juin, le président de la transition a promulgué cette loi. Quels sont les enjeux de cette nouvelle loi électorale au Mali? Vous savez, cette loi est essentielle. C'est d'abord un point de départ important pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est cet élément aussi qui nous permettrait de pouvoir maintenant sortir un chronogramme électoral. Donc, ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une loi électorale qui, de notre point de vue, en tout cas, a bénéficié de l'inclusivité et du consensus nécessaire entre différents acteurs politiques et qui a été promulguée par le chef de l'État dans le seul intérêt du Mali pour que nous puissions aller de l'avant et honorer aussi nos engagements. Vous parlez de consensus, mais il n'y a pas toujours eu un consensus autour de cette loi électorale. La première mouture prévoyait une commission de 9 membres dont les membres devraient être désignés par une autre commission de 7 membres dans laquelle 4 personnes devraient être désignées par le Premier ministre, 3 par le chef du Parlement. La mouture finale prévoit 15 membres, dont un seul désigné par le Premier ministre. Beaucoup d'observateurs ont bien l'impression que c'est la fin de l'ère Choguel Maïga à la primature. Vous avez parlé de finale. Je préfère qu'on ne se focalise pas sur le processus qui nous a amené à l'adoption de la loi, mais qu'on regarde le résultat final. Et le résultat final de l'opinion de beaucoup de citoyens maliens et d'acteurs politiques maliens a été inclusif et a été consensuel. Et ce qui nous semble être important, c'est vraiment l'intérêt du Mali. Nous pensons que ça reflète les aspirations des Maliens. Il est possible que, vous savez... Peu importe si le Premier ministre perd son poste. Vous savez, je n'ai pas apporté de jugement sur le Premier ministre qui est mon patron. Et ce ne sont pas des questions que je gère en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc ça, ce sont des questions qui sont traitées à d'autres niveaux. Ce qui me semble être important, c'est le Mali, c'est l'intérêt du Malien, c'est ce qui permet à notre pays de regarder dans la même direction et d'aller de l'avant. Alors, cet organe, l'AIGE notamment, Autorité indépendante de gestion des élections, aura la lourde charge de conduire à l'organisation d'un référendum, ensuite la présidentielle et les législatives. Est-ce que c'est tenable et jouable dans le temps? C'est l'engagement des plus hautes autorités de conclure ce processus et d'arriver à un retour à l'ordre constitutionnel autour de 24 mois. Le gouvernement va s'y atteler et toutes les directives sont données par le chef de l'État de réunir l'ensemble des moyens pour pouvoir y arriver. Le reste, nous allons apprécier en cours de chemin par rapport à un certain nombre de facteurs sur le terrain, mais c'est notre engagement et nous prions que le bon Dieu nous en donne l'intelligence et l'énergie nécessaires pour pouvoir réunir l'ensemble des conditions pour mettre notre pays à l'abri des difficultés dans lesquelles nous sommes en ce moment. Que pensent les forces vives de la politique malienne de tous ces projets dont vous venez de parler? Je pense notamment au M5. Je ne peux pas parler en leur nom, vous leur posez la question. Absolument, mais ils font partie de la vie politique malienne, ils sont importants dans le process. Mais je parle au nom du gouvernement du Mali. Ce que je veux vous demander, est-ce que c'est un process qui est inclusif, qui prend en compte l'avis de toutes les forces politiques du Mali? Le processus est jugé du point de vue des plus hautes autorités maliennes comme étant un processus inclusif qui a permis d'entendre l'essentiel des forces politiques et sociales de notre pays et qui est allé aussi dans le cadre d'une démarche consensuelle qui a écouté toutes les parties prenantes maliennes. Vous savez, c'est un pays. On ne peut pas avoir la voix de tout le monde et le résultat final peut ne pas refléter les points de vue des uns et des autres comme ils auraient pu le souhaiter. Mais encore une fois, il faut juste comprendre que le Mali est au-dessus de toutes ces autres considérations individuelles ou partisanes. Monsieur le ministre, le gouvernement malien, dans lequel vous êtes membre important et influent, avait indiqué qu'une fois cette loi électorale adoptée, il pourrait présenter très rapidement à la CEDEAO un calendrier
un calendrier qu'elle réclame déjà depuis plusieurs mois, avec le détail des étapes qui mèneraient à des élections précédant le retour des civils au pouvoir. Où on en est? On Est-ce que ce attendait, calendrier est connu? ce calendrier existe, le calendrier, le chronogramme électoral a fait l'objet de discussions lors du dernier Conseil des ministres. Et ça fait partie du communiqué du Conseil des ministres par rapport à ça. Mais il était important aussi que nous puissions remplir d'autres étapes avant de rendre ce calendrier public. Le chef de l'État et le gouvernement ont souhaité que nous puissions partager ces éléments avec les différentes forces politiques et sociales, notamment les partis politiques, ce qui est prévu pour se tenir dans 48 heures, et ensuite avec la société civile le même jour, et des éléments qui viendront enrichir cette démarche nous permettront de pouvoir rendre public un chronogramme à l'intention des Maliens et ensuite pouvoir présenter cela à nos partenaires de la CEDEAO pour aller de l'avant. Autre projet envisagé par la transition au Mali, c'est la rédaction d'une nouvelle constitution qui consacrerait la 4e République. La question est la suivante: est-ce que les autorités de transition ont la légitimité pour justement élaborer cette nouvelle constitution? Chef, la constitution qui nous régit actuellement, qui est celle de 92, a été élaborée par des pouvoirs de transition. Et tout le monde s'en satisfait. Aujourd'hui, le pouvoir de transition qui est en place, qui a la faiblesse de croire qu'elle parle au nom des Maliens, est fondé de mettre ça, un projet de constitution sur la table. Je vous dis une chose aussi que vous devez comprendre. Dites-nous. Il ne faut pas qu'on aille dans des démarches théoriques. On a vu au Mali, comme dans beaucoup de pays africains, ici en particulier, il y a 3 pouvoirs élus qui ont tenté de modifier la constitution. Ça n'a pas abouti. Nous pensons qu'un pouvoir de transition, qui est par définition un pouvoir neutre, est en mesure de réunir les conditions nécessaires pour créer un consensus national au sein du pays pour pouvoir adopter une constitution elle-même qui sera soumise, je le rappelle, à référendum pour être adoptée par l'ensemble des Maliens. Je pense qu'il n'y a pas de processus plus légitime que cela. Donc, on sorte un peu des postures théoriques. Ça, c'est la réalité de notre pays, c'est la réalité de beaucoup de pays africains. L'engagement du chef de l'État, c'est de créer ces conditions nécessaires justement pour une démarche inclusive, pour créer le consensus nécessaire pour que l'ensemble des Maliens, qui le souhaitent en tout cas, puissent avoir leur mot à dire, puissent contribuer à façonner une vision nouvelle pour notre pays. Monsieur le ministre, cette commission n'aura que 2 mois pour élaborer cette constitution. 2 mois, ce n'est pas trop peu? Absolument pas. Vous savez, comme je l'ai indiqué, il y a eu 3 tentatives de modification de la Constitution. Et toute la littérature, toutes les idées forces et maîtresses existent déjà. Et ces documents sont déjà là. Donc, il s'agit pour la Commission de pouvoir s'approprier ces éléments et de pouvoir créer un cadre de dialogue pour prendre en charge de nouveaux éléments. Mais je pense que c'est énorme. À quand la nomination des membres de cette commission? Ça se fait assez en cours. Il y a des procédures internes à notre niveau pour pouvoir identifier des personnes. Je pense que très prochainement, dans les jours à venir, cette commission sera nommée par le président de la transition. Monsieur le ministre, parlez-nous sans réserve. La chute du président Ibrahim Boubacar Keïta et l'avènement des nouvelles autorités de transition étaient, semble-t-il, justifiés par l'impératif sécuritaire sur l'ensemble du territoire malien. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas plutôt rester focus sur cet impératif sécuritaire plutôt que de travailler à rédiger une nouvelle constitution? D'abord, il faut que je recadre. Dites-nous. L'impératif sécuritaire était un élément. Mais ce sont les élections législatives organisées en avril 2020 qui ont précipité, qui ont déclenché des mouvements populaires pendant 5 mois qui ont conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bon, je crois qu'il y avait une appréciation des Maliens par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour le pouvoir de transition, la sécurité demeure la priorité numéro 1, 2 et 3. Des investissements importants ont été faits en termes d'équipement des forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui montent en puissance. Il y a des résultats qui se font sur le terrain.
Il y a plus de 80 000 personnes réfugiées et déplacées qui ont pu regagner leur foyer. Donc ça, c'est une priorité. Naturellement, vous savez, les pays les plus aussi importants que les États-Unis ou d'autres font face à des guerres asymétriques où les résultats ne sont pas garantis du jour au lendemain. Nous sommes conscients que la sécurisation du pays demeure un effort de longue haleine, mais aujourd'hui, les investissements qui sont faits par le pays permettent de croire qu'il y a une amélioration certaine sur le terrain qui va se poursuivre, qui va justement pouvoir créer les conditions nécessaires pour l'organisation des élections. Donc, la sécurisation demeure notre préoccupation numéro 1. Mais encore, je peux vous dire que la sécurisation, elle seule, ne va pas résoudre le problème. Parce que quand on a parlé de sécurisation, aujourd'hui, comme je vous ai dit, les élections qui ont été à la base de la crise nous inclinent à croire qu'il y a quand même des problèmes de gouvernance. Il y a des réformes qui attendent depuis 30 ans pour être mises en place, y compris des réformes électorales, y compris des réformes de gouvernance, la justice, l'éducation. Donc si ces réformes aussi ne sont pas faites maintenant, je crois qu'on risque de retomber dans ces problèmes très bientôt. Donc c'est pourquoi il est important que les uns et les autres fassent preuve de compréhension, qu'il faille investir un peu plus de temps maintenant pour avoir une stabilité durable, parce qu'on a vu qu'il y a eu 3 transitions au Mali. Et chaque fois, on a organisé des choses à la va-vite. Après, on est revenu à la case 0 et on reprend. Cette fois-ci, on veut se donner le maximum de chances de ne pas se précipiter juste pour satisfaire des délais théoriques dans certains cas, mais de pouvoir renforcer les institutions du pays, mais aussi renforcer, en tout cas améliorer la sécurité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire implicitement que dans un coin de votre esprit, vous entendez aller au-delà des 24 mois qui vous restent à faire? Il n'y a rien dans le coin de mon esprit. Et la décision du président de la transition est très claire. La durée de la transition est fixée à 24 mois. Nous nous attelons à cela. Et nous allons évaluer les choses en fonction de la réalité sur le terrain. Un comité. Donc les choses peuvent évoluer. Ça, ce n'est pas ma décision. Je pense que tout dépendra de la situation sur le terrain et des décisions que les acteurs prendront en toute transparence. Parce que le comité de suivi, je vous le dis, ne sera pas composé que du Mali. Il y aura l'Union africaine, il y aura la CEDEAO et les Nations unies. Donc les constats et les évaluations seront quand même communs pour pouvoir déterminer de la marche à suivre. Je pense que la météo, ce n'est pas moi qui va la déterminer. Très bien. Aujourd'hui, sur la question sécuritaire, notamment du Mali, beaucoup d'observateurs s'interrogent, se demandent quel est le pourcentage de territoire que vous avez pu reconquérir avec justement la montée en puissance des FAMA sur le terrain. Je n'ai pas ce pourcentage, mais j'ai le pourcentage de ce que nous avons perdu suite à l'intervention de l'OTAN dans le nord du Mali en 2012. C'est ça le point de départ qui a amené notre pays à perdre les 2/3 de son territoire national, qui a permis à des groupes rebelles et à des groupes terroristes d'occuper le nord de notre pays. Et depuis, nous nous battons pour pouvoir recouvrer cela. Nous avons eu des soutiens importants de partenaires étrangers au niveau de la région, à l'extérieur de la région. Ça n'a pas donné les résultats qu'il faut. Nous nous battons par rapport à cela. Nous nous battons au quotidien pour pouvoir renforcer cela. Je crois que le plus important, c'est que nous sommes dans cette dynamique pour pouvoir augmenter ce taux de couverture de notre pays. Et je rappelle aussi que nous avons un accord pour la paix et la réconciliation qui fait partie des stratégies du gouvernement à travers son application de pouvoir augmenter notre couverture de cela. Je crois que c'est de cela qui est important. Donc, ceux qui se focalisent sur ça devaient se rappeler leur responsabilité première qui a fait perdre à notre pays les 2/3 de son territoire. Ce n'était pas juste parce que l'État n'était pas en mesure d'assumer la sécurité dans son pays. Abdoulaye Diop, dites-nous, quel est aujourd'hui le moral, le mental de vos forces armées, des FAMA notamment, qui sont montées en puissance avec le retrait notamment des forces spéciales européennes, le retrait en cours des forces françaises, le retrait du G5 Sahel, ça fait beaucoup de retraits finalement. Comment les forces armées maliennes se portent sur le terrain, surtout qu'on les a accusées dernièrement d'exactions sur le terrain? Ça fait beaucoup de retraits, mais ce qui est important à noter, il y a un engagement plus fort des Maliens derrière leurs autorités, derrière les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens. Il y a une compréhension des Maliens que notre sécurité ne peut être que notre responsabilité. Et la première responsabilité ne peut être que malienne.
et que nos forces de défense et de sécurité ont fait le vœu de pouvoir donner leur vie pour la défense de la patrie, la défense de l'intégrité territoriale de l'unité de notre pays. Ceci se fait maintenant. Le moral de l'armée est au plus fort parce que l'armée sait aujourd'hui que la population malienne est majoritairement, sinon unanimement, derrière les forces de défense et de sécurité. Vous avez parlé d'allégations. Parlons-en. Dites-nous. Parlons-en. On accuse les FAMA d'exaction. Vous savez, comment vous réagissez à cela? On a accusé l'armée malienne et l'armée française d'exaction. On a accusé l'armée américaine. Ici, il s'agit de FAMA, monsieur le ministre. Je vais en venir. On a accusé l'armée américaine. Ça, c'est les armées les plus professionnelles au monde qui, en théâtre d'opération, ont commis des bavures. Donc, les FAMA ont commis des bavures. Aussi peut en commettre. Maintenant, il faut que ce que je vous indique très clairement, ces allégations dont on parle, qui ne sont même pas prouvées parce qu'il y a des enquêtes en cours, s'inscrivent dans le cadre de stratégies de désinformation. De la part de qui? Et de punissement du Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a fait des choix de partenaires qui ne conviennent pas à certains qui ont décidé que, il y a une guerre informationnelle contre le Mali. Ça, vous en savez. C'est absolument clair. Et aujourd'hui, cette allégations est la dernière trouvaille de ces ennemis du Mali pour pouvoir nous mettre à genoux. Je crois qu'on n'est pas complexé par rapport à cette question. Nous savons que c'est une arme que nous utilisons. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, l'armée malienne est une armée professionnelle. C'est une armée multiethnique. C'est une armée, et ses autorités aussi sont conscientes qu'il n'est de l'intérêt de personne au Mali de s'engager à tuer une partie de la population. Et comme certains le disent, que c'est dirigé contre un groupe ethnique. Cela ne ressemble pas à notre pays. Et nous n'y avons pas intérêt parce que la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons la gagner qu'en ayant le cœur et les esprits des Maliens. Donc, nous ne sommes pas impressionnés et par ces manœuvres pour pouvoir déstabiliser notre pays. Naturellement, les droits de l'homme, nous allons les respecter. C'est un engagement, c'est une priorité pour nos hommes qui sont en opération. Et chaque fois qu'il y a eu des allégations, il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a même l'année dernière des soldats qui ont été condamnés pour ces allégations. Donc, je crois qu'on ne s'engage pas dans un acharnement particulier contre le Mali. Ceux qui amènent ces acharnements ont commis aussi des bavures ici même au Mali. Abdoulaye Diop, il y a eu des massacres dans la zone de Badiangara. Plus de 130 personnes ont perdu la vie. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance pour un pouvoir de transition qui, de plus, est dirigé par un colonel de l'armée? Est-ce que c'est au Mali seulement que ce type d'événement se produit? Ça se produit dans la région, ça se produit partout. Ces groupes Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Cameroun, au Tchad, ça se produit dans ces pays. Et comme je vous l'ai dit, l'armée, la montée en puissance, c'est quelque chose qu'on peut tester. Vous savez, on est aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On ne va pas dire que ces terroristes ne vont pas pouvoir trouver des occasions pour pouvoir faire des massacres ou faire des choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, notre armée n'est pas en retraite. Elle est à l'offensive. Elle inflige des pertes importantes aux groupes armés. Il y a des équipements, des matériels de ces groupes qui ont été récupérés. Certains sont en débandade. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas juger une guerre par une bataille ou par un seul incident. Je crois que la dynamique qui est en cours, rien ne peut. D'ailleurs, ma compréhension et la compréhension du gouvernement, c'est que il s'agit là de gestes de désespoir. Parce que ces groupes-là s'attaquaient aux militaires, ils s'attaquaient au camp. Maintenant, je crois que c'est extrêmement lâche aujourd'hui d'aller s'attaquer à des populations civiles et les massacrer. Pour moi, c'est un geste de désespoir plutôt. Donc ce n'est pas un désaveu? Absolument pas. Abdoulaye Diop, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, il y a un accroissement de la pauvreté au Mali et une chute de la croissance. Quel regard jetez-vous là-dessus? Quel commentaire faites-vous? Est-ce que vous avez regardé le contexte économique du Mali, qui est un pays depuis 5 mois, un pays sous un embargo économique et financier, un pays qui a ses banques qui sont fermées, et que malgré cela, le Mali a enregistré son taux de croissance le plus élevé par rapport à la production du coton, qui est à 700 000 tonnes, qui fait du Mali le premier producteur africain de coton. Et l'économie malienne se porte bien si ce ne sont pas ces facteurs de blocage et ces embargos. L'économie du Malien est une des économies les plus résilientes.
Et l'embargo a permis de tester cette résilience. Moi, je suis convaincu que si ces mesures de restriction sont levées, notre pays est encore capable de surprendre les producteurs maliens, les industriels maliens sont capables de surprendre, sont capables de compétir pour ramener notre pays à des taux de croissance que nous avons toujours connus. Au niveau de l'UEMOA, nous ne sommes pas parmi les derniers. Est-ce que tous ces chiffres que vous avancez, cette embellie que vous révélez, ne cachent pas plutôt une souffrance des populations maliennes? Absolument pas. Nous ne voulons pas dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des taux de croissance élevés, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de difficultés. Aux États-Unis, ils ont des taux de croissance élevés, il y a des pauvres. Donc nous ne sommes pas en train de dire qu'au Mali, il n'y a pas de pauvreté, il y a des difficultés. Les gens se battent au quotidien, mais je vous ai donné un exemple que malgré ces difficultés, malgré ces contraintes structurelles sur notre économie, qui est un pays enclavé aussi, malgré les problèmes qu'on a par rapport à l'industrialisation, par exemple, de notre secteur agricole, que nous arrivions à faire ce type de performance, je pense qu'il est bon quand même de donner ces bons points au Mali et de ne pas regarder que les Maliens ont d'autres problèmes. Ils ont certainement d'autres problèmes. Mais je crois que l'agriculture aujourd'hui fait vivre 70% des Maliens, ou même 80%. Si on enregistre ce type de performance dans beaucoup d'autres secteurs, je pense que ça sera en mesure de pouvoir inverser cette tendance que les uns et les autres appellent pauvreté, etc. Ça va créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes. Si ce coton malien était transformé, ne serait-ce qu'à 25-30%, ça créerait beaucoup plus d'emplois pour nos jeunes gens. Donc je préfère regarder ce côté positif et non me focaliser sur ces difficultés qui sont inhérentes à toute nation. À toute nation. Monsieur le ministre, depuis le début de cette interview, vous n'arrêtez de rappeler que le Mali est aujourd'hui enclavé. Vous n'arrêtez de rappeler l'embargo de la CEDEAO. Aujourd'hui, comment vont les rapports avec la CEDEAO? Nous avons connu une période d'incompréhension. Je crois que des efforts importants ont été faits par rapport à ça. De part et d'autre? De part et d'autre. Vous savez, pour moi, ces incompréhensions ne peuvent être que passagères par rapport à la trajectoire historique de nos pays. Aujourd'hui, le Mali n'a pas fondamentalement de problème avec ses voisins, mais nous pensons que la lecture de la problématique de la transition par la région n'était pas la plus adaptée parce que la région ou la CEDEAO avait au début une lecture purement électoraliste, si vous voulez, entre guillemets, du problème, qu'il fallait organiser juste des élections au Mali pour que le problème soit réglé. Nous pensions que le problème était beaucoup plus complexe et qu'il nécessitait une approche plus holistique. Comme je vous l'ai dit, la guerre de l'OTAN en Libye a fait perdre à notre pays les 2/3 de son territoire. Il y a une juxtaposition des crises politiques, sécuritaires et de gouvernance, et même de crises sociales, et qu'il y avait une rébellion, le terrorisme au nord. Ensuite, il y a des conflits intercommunautaires au centre. L'insécurité aujourd'hui touche plusieurs parties du pays et même d'autres pays. Donc nous voudrions que l'organisation puisse regarder la complexité de ces éléments. Et je crois qu'avec les discussions, on a pu avancer, on a pu trouver un consensus par rapport à la nécessité de réforme, à la nécessité d'intégrer la dimension sécuritaire. Aujourd'hui, la discussion porte essentiellement sur un chronogramme à convenir. Et là aussi, il y a des avancées importantes qui, je l'espère, nous amènera à un accord bientôt. Jeudi et vendredi dernier, notamment, le médiateur de la CEDEAO était à Bamako, l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan. Il est reparti satisfait, enthousiaste à l'idée de la levée des sanctions au prochain sommet de la CEDEAO. Je pense que son enthousiasme était fondé sur des actes qui ont été posés par le pouvoir de transition depuis le dernier sommet, pour ne prendre que cela, par rapport à la durée de la transition, la mise en place d'une commission chargée de l'écriture d'une nouvelle constitution, l'adoption de la loi électorale qui intègre la notion de l'agence indépendante de gestion des élections, et aujourd'hui, les pas qui sont faits par rapport à la publication d'un chronogramme qui sera fait à l'issue des consultations avec les différentes forces politiques et sociales, mais aussi le fait que le Mali a présenté aussi au médiateur un mécanisme conjoint de suivi et évaluation du chronogramme entre les Maliens et qui est ouvert aussi à la participation de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Je pense que c'est se fondant sur ces éléments et les actes concrets
qui ne sont que la manifestation de l'engagement du président Goïta pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai de 24 mois qui a été fixé. Le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Mali, semble-t-il, était invité, mais a brillé par son absence. Est-ce que le prochain sommet du 3 juillet, notamment, le Mali sera représenté à ce sommet et vous vous attendez évidemment à ce que les sanctions soient levées contre le Mali? Le sommet du 3 juin, le Mali n'était pas invité. Le Mali était plutôt invité le 3 juin à Accra pour assister au sommet de l'UEMOA. J'imagine que vous parlez du sommet qui s'est tenu avant. Évidemment. Vous savez, chaque fois que notre pays a été invité, notre pays n'a jamais fait de politique de chaise vide par rapport à l'intégration. La CEDEAO est née ici, à Bamako. Donc nous respectons l'organisation, nous respectons ses dirigeants, mais nous pensons que le sommet où le chef de l'État n'a pas pu être présent en personne, peut-être qu'il y a eu des ratés dans l'organisation de ce sommet qui ne nous a pas permis d'être. Mais malgré cela, le chef de l'État avait décidé que 4 ministres puissent le représenter. Je pense que ceci n'a pas été accepté, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous ayons maintenu le dialogue. Le colonel Assimi Goïta sera-t-il à Accra le 3 juillet prochain? Il n'est pas invité et je n'ai pas d'indication particulière par rapport à ça. S'il est invité, il y sera? Bien sûr, le Mali sera présent partout où on parlera du Mali, où on a souhaité que le Mali soit. Parlons un peu d'économie au Mali notamment. Tout à l'heure, vous avez rappelé l'embellie du Mali. La situation économique est sous asphyxie, on est bien d'accord, en raison de l'embargo. Est-ce que le Mali pourrait tenir longtemps au cas où l'embargo et les sanctions ne sont pas levées à la faveur du prochain sommet de la CEDEAO? Je vais vous dire une chose. Dites-nous. Quand l'embargo a été imposé à notre pays, beaucoup ont pensé que le pays ne tiendrait pas 2 semaines. Nous sommes à 5 mois. Le pays tient encore, le pays est debout. Je rappelle aux uns, le Mali est un vieux pays, c'est un pays résilient. Nous tenons parce que notre peuple le veut. Et je pense que nous tiendrons aussi longtemps que les Maliennes et les Maliens estiment qu'il est nécessaire pour le Mali de défendre sa souveraineté. Il est nécessaire pour le Mali d'être une nation respectée. Ceci dit, nous souhaitons tous que ces sanctions puissent être levées pour que nous revenions à une situation normale parce que les Maliens souffrent, les Ivoiriens souffrent, les Sénégalais souffrent, nous souffrons tous. Et ce n'est dans l'intérêt de personne que cette situation puisse se poursuivre. Et cette situation n'aide même pas pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, si on prend que la sécurité, qu'est-ce qui se passe avec l'embargo? Les frontières sont fermées, mais vous pensez que les terroristes qui viennent de Burkina ont besoin de passer par les frontières, ont besoin de montrer leur carte d'identité? Cette situation profite aux terroristes. C'est eux qui viennent aujourd'hui avec des mallettes d'argent pour donner aux populations parce que les banques sont fermées. Donc, à qui profite toute cette situation? Je crois qu'il est important que nous mettions cela devant nous. Et j'espère, je crois qu'il est possible pour nous d'arriver à un accord rapide pour permettre à la région et au Mali de reprendre des relations normales et qu'on puisse conforter la stabilité et renforcer la prospérité dans notre région. Abdoulaye Diop, quelles sont les relations aujourd'hui entre le Mali et la France? Il y a eu une montée de tension inhabituelle ces derniers mois. Vous êtes monté au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer un mépris de la part de Paris. L'ambassadeur de France au Mali a été rappelé. On connaît tous ces événements qui se sont succédés, qui ont évidemment illustré cette escalade de violence dans le ton et dans l'attitude. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec la France? La France est un pays avec lequel nous avons des relations très complexes, de longue durée. De longue durée, on a parlé de couple franco-malien. Ça sera trop dire, mais on a cheminé ensemble depuis des temps noirs de la colonisation à aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Mali ne s'est jamais situé dans une attitude d'hostilité ouverte vis-à-vis de la France. Et chaque fois que le gouvernement du Mali a posé des actes à l'endroit de la France, c'est qu'il y a eu des propos inacceptables, désobligeants, où il y a eu des actes qui ont été posés qui ont dû amener le Mali à répondre parce que nous pensions que notre souveraineté n'était pas respectée, ou notre dignité ne sont pas respectées, ou notre capacité à décider en tant qu'État souverain. Je crois que ce sont ces éléments qui nous ont amenés à ces différentes questions. Le Mali estime que il va continuer à travailler avec la France, avec tous les pays, s'il est respecté en tant que nation,
si sa souveraineté est respectée, si la relation avec la France se fait dans le cadre de la sincérité, mais aussi dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat aussi qui intègre l'élément que le Mali va travailler avec tous les partenaires de son choix, sans se laisser dicter, par qui que ce soit, le choix de ses partenaires. Comme nous respectons l'habilité, la capacité et la faculté de chaque pays aussi de décider avec quel partenaire il va travailler. Les relations diplomatiques en ce moment sont rompues avec Paris? Ah non, mais il y a 2 jours, j'ai reçu l'ambassadeur, le chargé d'affaires français ici. J'ai rencontré l'ambassadeur de France à New York. C'est quoi les perspectives? Les relations diplomatiques existent encore entre la France et le Mali. Nous nous parlons. Dans ce cadre que j'ai indiqué, encore une fois, le Mali n'a pas de problème de parler avec quelqu'un, mais nous avons un certain nombre de principes et d'éléments que nous exigeons dans le cadre de cette interaction. Le Mali s'est beaucoup rapproché aussi de la Russie. On en parle beaucoup, vous le savez. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires, d'analyses de part et d'autre. Aujourd'hui, c'est quoi les rapports avec la Russie? La présence de Wagner, notamment au Mali, est beaucoup commentée. Comment les choses se passent sur le terrain? Ali, je tiens à vous rappeler que le Mali, à son indépendance, l'ex-URSS, a été un des premiers pays qui a été au chevet du Mali, qui a aidé à construire et à bâtir une des armées les plus puissantes de notre sous-région, qui a investi dans l'économie malienne. Beaucoup d'enseignants maliens ont été formés là-bas. Beaucoup de sociétés et entreprises d'État maliens, dans le domaine du textile comme dans le domaine du sucre, autres ont été faites par la coopération, à travers la coopération avec la Russie. Donc, il s'agit d'une relation historique, qui a une certaine partie de notre histoire, c'était un peu refroidi, mais face aux difficultés de la situation sécuritaire, notamment dans le nord du pays et dans le centre du pays, le Mali a jugé nécessaire de se tourner vers des partenaires qui étaient en mesure et qui veulent et qui étaient capables de pouvoir lui apporter une contribution. C'est dans ce cadre-là que nous sommes tournés vers ce partenaire dont la coopération répond à nos attentes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pour avoir même des équipements au Mali, c'est un problème. On avait acheté... Équipement militaire? Équipement militaire. On avait acheté un avion militaire avec Airbus Industrie qui était censé être livré en août 2022. Il a été livré il y a moins de 2 mois. Et avec en août 2021 ou 2022? En août, qui devait être livré en août 2021, excusez-moi. C'est cela. En août 2021, qui a été livré il y a 2 mois. Donc, avec près d'1 an de retard. 1 an de retard pour des raisons que je ne peux même pas justifier aujourd'hui. Avec la Russie, nous avons commandé des hélicoptères et d'autres aéronefs en 4, 5, 6 mois. Tout a été livré. Donc aujourd'hui, Ali, ce qu'il faut intégrer, c'est que si la survie du Mali dépendait de cet aéronef qui nous a été livré 10 mois après, qu'est-ce que vous pensez serait advenu à notre pays? Je pense que nous, notre priorité, c'est comment assurer la sécurité de notre pays. Et nous irons à tous les partenaires qui sont en mesure de nous apporter ce que nous voulons et qui inscrivent leur démarche avec nous dans une démarche de sincérité. Pour moi, c'est cette efficacité. Ils vont parler de sociétés de sécurité privée et de tout ce qu'ils veulent par rapport à ça. Ce n'est absolument pas avéré, ces informations. Nous avons dit que oui, nous travaillons avec la Russie. La Russie est présente ici. Avec Wagner notamment? Je veux dire, ne vous inscrivez pas dans les moi je pose des questions. Dans les éléments de langage des Occidentaux. Monsieur le ministre, je m'inscris dans aucun élément de langage, je pose des questions, c'est mon job. À cette question, nous avons la Russie qui est présente au Mali en équipement, en instructeurs, et cette coopération nous aide à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité qui donnent des résultats sur le terrain. Pour moi, c'est ça le plus important. D'autres s'inscrivent dans des démarches de compétition parce qu'ils ont perdu le terrain, parce qu'ils veulent dénigrer les Maliens ici et là. Moi, je crois que ce n'est pas ce qui compte. Mais ceux qui parlent de mercenariat, ce n'est pas eux qui ont inventé le mercenariat. Les forces américaines en Irak, c'était constitué de Blackwater, les 2 tiers des forces là-bas. Donc, que les gens aussi ne viennent pas. Donc, le Mali n'a aucun complexe à avoir Wagner dans ses forces? On n'a pas Wagner ici, mais je suis en train de vous dire que ceux qui parlent de mercenaires, c'est eux-mêmes qui ont inventé ce concept.
et qu'ils soient un peu plus simples en parlant aux gens de choses qu'ils ont créées eux-mêmes, qu'ils ont utilisées, qu'ils continuent à utiliser. Nous, notre problème, c'est que les choix qu'on a faits ne leur conviennent pas et ils essaient de trouver des moyens de créer des problèmes par rapport à ça. Mais le Mali va continuer à travailler pour sa sécurisation, pour donner les moyens nécessaires à nos forces de défense et de sécurité pour faire ce qui est nécessaire pour mettre notre pays à l'abri. Pour moi, c'est ce qui est important. Je ne roule pas sur les thématiques et les agendas que les autres mettent ici et là. Ils peuvent continuer à parler de cela. Très bien. Parmi vos voisins, il y en a un avec qui vous avez des liens historiques très forts, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Mali partagent des liens historiques très forts, mais dernièrement, à la faveur des sanctions établies par la CEDEAO, il y a eu une montée de tensions, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire et le président Ouattara? Le président Goïta, comme nous-mêmes, nous ne gérons pas nos pays à travers les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est un des pays les plus importants pour nous dans la région. La diaspora malienne dans la région est la plus importante en Côte d'Ivoire. Nous avons des relations économiques très poussées et nous avons même des relations séculaires entre nos deux pays. Il peut arriver que dans le cadre de la gestion de la transition, tel ou tel pays de la région n'ait pas eu la lecture que nous avons souhaitée, mais même dans ce cas, nous avons toujours continué le dialogue avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays. Le président Goïta s'entretient régulièrement avec le président Ouattara. En tant qu'homme d'État, je suis certain que tous les deux mettent leur mission au-dessus de la conjoncture, au-dessus des réseaux sociaux, en voyant qu'ils sont les héritiers d'une relation séculaire entre nos deux pays et qu'ils ont la responsabilité de passer aux futures générations. Abdoulaye Diop, dernière actualité en date, le Mali s'est retiré du G5 Sahel parce que, dit-on, le président du Niger aurait refusé, ou le Niger aurait refusé de passer la présidence de l'organisation au Mali. Est-ce que ce n'est pas une sortie de trop? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le Niger notamment, et quelles sont les chances pour vous de retourner dans le G5 Sahel? Bon, sortie de trop, je ne dirais pas. On n'est pas sorti de beaucoup d'autres choses. Mais même là, si on doit sortir parce que c'est contre les intérêts du Mali, on n'hésitera pas à le faire. Mais la sortie du G5 Sahel, je dois vous dire que le G5 Sahel a été créé suite à la crise malienne On est bien en d'accord. 2012, en comprenant qu'il nous faut une approche régionale pour trouver une solution. Le Mali a été un membre très actif au sein du G5 Sahel. C'est pendant la présidence malienne du G5 Sahel que la force conjointe du G5 Sahel a été établie. Le Mali fait partie des pays qui honorent le plus leurs engagements financiers par rapport à cette organisation. Comme vous le savez, il a été convenu au sommet de Niamey en 2021 qu'en 2022, le sommet se tiendrait à Bamako, que le Mali assumerait la présidence en exercice de cette organisation. Depuis février est passé il y a longtemps, rien sous les tropiques. Maintenant, le Mali a posé la question, on a sollicité plusieurs fois des réponses qui ne sont pas venues. On nous fait croire que oui, bon, parce que la CEDEAO a sanctionné le Mali ne peut pas assumer la présidence. Ce qui est faux, parce que la convention du G5 Sahel elle-même, il n'y a aucune disposition qui touche à des évolutions politiques internes dans les pays comme étant un facteur de disqualification du pays. Et pire, on s'est rendu compte que, bon, on dit qu'on ne donne pas au Mali parce que le Mali a un pouvoir de transition. Mais le pays qui assume la présidence aussi est un pouvoir de transition. Vous faites allusion au Tchad. Pire encore, la France qui n'est pas membre du G5 Sahel met un veto pour que le Mali n'assume pas la présidence du G5 Sahel. Donc avec tous ces éléments, le Mali s'est dit que peut-être que nous ne sommes pas à notre place dans cette organisation. Ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons respectés en tant que pays, en tant que nation, et qu'on respecte les textes de l'organisation. Et que si ces éléments ne sont pas là, il n'y a pas de raison pour nous de pouvoir continuer. Pour nous, c'est notre vision qui est importante. Et nous pensons aujourd'hui que le Mali va continuer. Le Mali estime toujours que l'approche régionale à la sécurité de nos pays est une dimension importante. Le G5 Sahel n'est pas le seul moyen pour y arriver. Il y a d'autres mécanismes comme le CEMOC, la CEDEAO, le processus de Nouakchott qui existait déjà,
qui vont continuer à exister. S'il y a de nouvelles initiatives qui émergent, le Mali sera partie prenante. Mais avant cela, le Mali continue à travailler aussi sur le plan bilatéral avec chacun de ces pays avec lesquels nous entretenons une relation fraternelle et amicale par rapport à ça. Mais nous avons pris une position par rapport à une organisation dont nous nous sommes retirés pour l'ensemble de ces raisons. C'est une décision souveraine. Je crois qu'on doit en tirer les leçons. Le Mali s'est retiré, ce retrait est définitif et a été communiqué, notifié conformément aux dispositions de la Convention au secrétariat du G5 Sahel. Donc nous voudrions regarder autrement comment nous allons travailler autrement avec des partenaires qui le souhaitent pour qu'on puisse sécuriser nos pays. L'autre pan de la question auquel vous n'avez pas répondu, c'est justement vos rapports avec le Niger et le président Mohamed Bazoum. Comme je l'ai dit, nos rapports avec les pays, je ne les ramène pas au plan individuel. Pour moi, aujourd'hui... Quoique ce sont les chefs d'État qui incarnent la gestion de ces États. Il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions, c'est évident. Mais moi, je suis certain que nos chefs d'État, puisque nos peuples les ont mis dans ces positions, comprennent toujours leur rôle d'œuvrer à rapprocher nos populations et non à les diviser. Encore une fois, pour moi, c'est ça le plus important. Nous, on n'a pas de problème particulier avec un pays. Nous nous situons dans ce cadre, nous allons travailler. Et s'il y a des problèmes, nous allons continuer dans le cadre du dialogue, dans le cadre du respect mutuel, à surmonter ces difficultés-là. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Et je ne désespère pas que nos pays reviennent aussi à des relations normales parce que nos peuples ont intérêt. Nous devons toujours travailler dans l'intérêt de nos peuples. J'allais même dire que nous devons suivre nos peuples parce que malgré ces tensions qui peuvent exister de temps en temps entre nos chefs d'État ou entre nos États, je crois que nos peuples ne sont pas à ce niveau. Nos peuples sont largement en avance. Nos peuples se situent dans la trajectoire historique dont nous avons hérité. Et je suis certain que cette force, cette énergie spirituelle de nos peuples déterminera l'avenir de nos régions et non des conjonctures particulières et même éphémères qui peuvent nous amener. Il arrive aussi, même dans une famille, on dit que même la langue et les dents se battent, mais personne ne va quitter pour autant. C'est clair. Abdoulaye Diop, aujourd'hui, avec du recul, vous qui êtes un membre influent de la transition au Mali, quelles sont les principales attentes de ce gouvernement de transition vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de tous les partenaires extérieurs, vis-à-vis même de la classe politique malienne, vis-à-vis des populations? Quelles sont les principales attentes? Pour nous, ce qui est important qu'on cherche à réaliser aujourd'hui, c'est d'amener la sécurité et la stabilité de notre pays, qui est une priorité pour laquelle nous sommes pleinement dédiés. C'est aussi le retour à l'ordre constitutionnel au niveau du Mali pour pouvoir prendre en charge ces questions. Et ce que nous attendons des autres qui sont autour de nous, c'est d'abord de faire preuve d'écoute, d'essayer de comprendre ce qui se passe au Mali, de ne pas juger le Mali, mais d'écouter, de voir comment ils peuvent nous accompagner pour pouvoir nous relever de ces difficultés. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas suffisamment écouté? Ali, je vais vous dire une chose, personne n'aime le Mali plus que les Maliens. Les difficultés qui nous affectent aujourd'hui, nous sommes les premiers à être meurtris. Et ce que nous attendons de nos frères et de nos amis autour de nous, c'est de prendre le temps de comprendre, c'est de prendre le temps de nous écouter pour qu'on marche ensemble. J'imagine que nous aussi, on doit prendre le temps d'écouter nos frères, d'écouter leurs préoccupations. On sait qu'il y a des peurs, on sait qu'il y a des craintes. Mais je crois que ceci ne doit pas nous empêcher de pouvoir nous donner la main, de pouvoir nous mettre aussi à l'abri des ingérences extérieures. La plupart des problèmes qu'il y a dans nos pays et à l'extérieur de nos pays ou entre nos pays, c'est que des mains invisibles, à peine invisibles étrangères, viennent s'ingérer dans les affaires de nos pays, viennent nous mettre dos à dos. Est-ce que ce n'est pas une attitude ou une disposition réductrice que de penser que le malheur vient forcément de l'extérieur, de ces mains dont vous parlez? Je suis le premier. À ce moment, qui est responsable de la situation dans laquelle nous sommes? Je suis le premier à reconnaître la responsabilité des Maliens par rapport aux difficultés que nous connaissons.
par rapport à l'insécurité, par rapport aux problèmes de gouvernance, par rapport aux problèmes de pauvreté. Mais aussi, une grande partie des problèmes que nous avons aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous, on a toujours eu des rébellions ici depuis l'indépendance. Chaque 10 ans, il y a eu des rébellions. Mais aucune rébellion nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes dans ça parce que l'OTAN est intervenue dans notre région, a changé les rapports de force où nous avons perdu les 2/3 de notre territoire. Pour vous donner juste un exemple, ce sont ces types de situations qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau, comme ça. Kidal, qu'est-ce qui s'est passé à Kidal? Quand l'armée française est intervenue pour aider l'armée malienne à libérer le pays, nous sommes reconnaissants à la France d'être venue à notre secours. On a libéré Gao, on a libéré Tombouctou. À 50 km de Kidal, l'armée malienne a été stoppée net. Ceci a constitué une humiliation importante pour les Maliens. Jusqu'à aujourd'hui, l'État malien n'est pas présent, en tout cas n'est pas présent tel qu'elle devait être dans cette région de notre pays. Ça, c'est un acte posé par les Maliens? Non. Donc, nous ne sommes pas là pour nous mettre la tête dans le sable. Nous avons notre responsabilité, mais aussi, il y a des choses qui se sont passées ici parce qu'induits par des comportements, par des actes qui viennent aussi de l'extérieur. Ça, on ne peut pas aussi nous empêcher de mettre le doigt dessus. Mais je ne veux pas dire que les autres sont totalement responsables de cette situation. Même s'ils ont pu faire ces choses-là, ils ont eu des Maliens souvent avec eux pour le faire. Donc nous sommes responsables, mais les autres aussi le sont. Dites-nous, sans réserve dans cette interview, l'autorité indépendante de gestion des élections va commencer son travail, va dérouler et va certainement ouvrir bientôt la phase de réception des candidatures pour justement la présidentielle qui doit avoir lieu dans 2 ans. Est-ce que ça vous arrive de penser à cette échéance? Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. J'ai été appelé pour occuper cette fonction. Je suis totalement dédié aujourd'hui et toute mon énergie est focalisée pour faire en sorte que la mission pour laquelle on m'a appelé aux côtés du chef de l'État et du Premier ministre, que je puisse réussir cette mission. Abdoulaye Diop, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions, mais sans réserve, en toute sincérité? Je pense que cette question vous appartient parce que moi, je pense avoir répondu du mieux que je peux, sans langue de bois, pour pouvoir vraiment faire comprendre à nos auditeurs, à vos auditeurs, qui nous écoutent, qui nous respectent, là où nous en sommes, là où nous pouvons aller. Et je crois avoir fait du mieux que je peux en toute ouverture. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci de nous avoir ouvert les portes de vos bureaux pour cette interview exclusive réalisée en direct de Bamako, depuis les bureaux du ministère des Affaires étrangères à quelques encablures du palais présidentiel à Koulouba. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette interview exclusive réalisée par Jeff Aka. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.